BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h, Gérard Moulin, la gestion action Pricing Power d'Amplégest. Bonsoir Gérard. Bonsoir Grégoire. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Vous êtes tous les deux stock pickers, deux sélectionneurs de valeur. Je vais essayer de pas trop vous embêter avec la Fed, vous savez, tous les sujets là que le marché regarde chaque jour comme ça. Mais un mot de la phase de marché quand même. Vous regardez forcément ça. D'ailleurs, comment est-ce que vous la décrivez, Gérard? C'est une phase de marché qui vous inquiète, le fait que le marché soit très hésitant, qu'il n'y ait pas de tendance, pas de direction, ou est-ce qu'au contraire vous dites, après ce qu'on a vécu en début d'année, ça fait plutôt du bien d'avoir un marché peut-être un peu plus lent? On a une espèce de plateau depuis quelques semaines, mais un plateau à un niveau qui fait que les indices principaux européens sont légèrement négatifs, à part l'Italie qui est très négative, on doit être à moins 17 depuis le début de l'année. Mais c'est pas, pour des stock pickers, c'est pas un vrai souci, c'est pour être complètement transparent, ça peut être un souci commercial, parce que c'est vrai que pour les clients, c'est peut-être un peu long maintenant, les gens n'ont plus de patience. Donc, 5-6 mois négatifs, ça paraît une éternité, mais c'est pas très important pour la création de valeur qu'on peut, en tant que professionnel, essayer humblement d'apporter. Et plus on tire sur l'élastique, sur les belles sociétés, plus ça se jouera au deuxième semestre. Mais dans l'absolu, le marché est relativement solide finalement, puisque les événements sont énormes. Bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais juste en 2 secondes. Brexit et Fed, voilà, c'est tout. Ça sera passé. On vit avec ça au quotidien. Voilà, on va repasser peut-être à les sociétés. Et oui, mais justement, vous avez regardé là les résultats, les publications, alors de chiffres d'affaires, mais aussi de résultats des grands groupes européens. Une fois qu'on aura passé le Brexit et la Fed, si on se réintéresse à ces vrais sujets-là, qu'est-ce qu'on va trouver là dans votre univers de valeur? Parce que vous avez peut-être des univers alors qui peuvent se recouper, j'en sais rien, on verra ça, c'est intéressant, mais pour faire simple, vous êtes plutôt croissance, visibilité, pricing power, et puis peut-être Sébastien, une touche un peu plus value. Voilà, donc c'est deux styles de gestion opposés, j'en sais, en tout cas qui sont un peu différents. Dans votre univers de valeur, là, les résultats que vous avez suivis, Gérard, vous avez été content, satisfait, plutôt déçu? Très satisfait dans notre univers. Ouais. Très satisfait. Oui, très satisfait. On a 90% des sociétés du fonds qui ont publié au-dessus ou égal aux prévisions, ce qui est quasiment un record. On a eu 91 il y a 2 ans. Ça veut dire une chose assez simple, c'est que la vie des sociétés continue, tout simplement, et que les financiers s'angoissent pour plein de trucs, et les sociétés, elles, continuent. Juste un chiffre que j'aime beaucoup, qui est arrivé sur l'une de nos sociétés qui s'appelle Brembo, le spécialiste des freins. Alors, les freins rouges, c'est ça qu'on voit sur les étriers qu'on peut voir dans les rues des beaux quartiers, sur les grosses bécanes ou les Ferrari, etc. Juste un chiffre intéressant. En France, justement, ils font 15% de croissance de chiffre d'affaires. En Chine, ils font 15%. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'au-delà de la macro, au-delà de la taille du pays, il y a une société qui est installée sur son segment et qui fait 15. Et quel que soit, les deux pays sont évidemment pas comparables, ni en ce moment, ni jamais d'ailleurs. Voilà, ça c'est juste un résumé que je trouve intéressant parce que c'est la vie de cette société qui fait qu'elle domine de la tête et des épaules son segment. Très intéressant. Vos commentaires à vous, Sébastien, sur le marché et sur ce que vous voyez, sur ce que vous avez observé des sociétés, là, des comptes rendus de sociétés de ces dernières semaines. Non, je suis totalement d'accord. Et en fait, ce que j'ajouterais, c'est qu'à la limite, quand il y a moins de fils directrices en fait de la part des fils directeurs, de la part des gens qui font de l'analyse très stratégiste, macro, etc. Là où c'est plutôt sympathique pour nous, c'est justement ceux qui prennent le dessus, c'est les sociétés. Et c'est vrai que même si on peut avoir l'impression que le marché fait pas grand-chose, même si, comme on disait hors plateau, il y a un peu 3 séances de bourse parfois par jour. Ouais. Il y a eu, je trouve, depuis les publications de résultats, en fait, des vraies disparités de performance où les déceptions, même si on n'a pas eu tant que ça, finalement, ont été sanctionnées. Et à l'inverse, il y a eu pas mal de stories, soit sur des bons résultats, des opérations de fusion-acquisition. Moi, je pense qu'en l'espace d'une semaine, j'en ai eu 2. Des rumeurs. Et c'est un environnement, finalement, moi, que j'aime bien, parce qu'il est plutôt porteur pour des stock pickers. Je pense que même si on a des biais qui peuvent être un peu différents, ils sont pas forcément opposés, ils sont plutôt complémentaires. On peut d'ailleurs sans doute regarder les mêmes sociétés. Mais voilà, il faut se concentrer à la fois sur les fondamentaux. Est-ce que ma société est bien positionnée? Est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle a un avantage compétitif? Est-ce que les managements sont de qualité? Et puis après, il y a la partie valorisation. C'est sûr que je pense qu'il y a des sociétés de croissance comme Brembo a été mentionné qui ont bien fait. Moi, j'ai aussi eu des bonnes surprises sur des titres qui étaient très délaissés pour des raisons que vous savez, comme les matières premières, etc. Que ce soit Agreco en Angleterre, Antofagasta, une minière, où finalement ça a été pas si mal que ça. Et puis la valo, elle est tellement déprimée. Donc c'est vraiment un environnement, je pense,
peu importe le style de gestion en quelque sorte, c'est plutôt une discipline d'investissement et par contre une vraie rigueur, j'en avais déjà parlé la dernière fois, sur la construction de portefeuille, puisqu'en effet il peut y avoir des thèmes parfois trop dominants et donc il faut être discipliné sur ses achats et ses ventes et sur sa construction de portefeuille. Bon, sur la construction de portefeuille, ça aussi c'est un sujet que vous aimez bien, enfin finalement vous allez converger messieurs, je me suis trompé en vous opposant, mais... Grégoire, vous n'opposez jamais vos invités. Non, mais en opposant vos styles de gestion. Mais sur la construction de portefeuille, là, dans l'environnement, et justement au regard des éléments, des points de focalisation du marché, type Brexit, type Fed, la réponse des stock pickers, c'est quand même la construction de portefeuille et le fine-tuning qu'on peut avoir dans ce qu'on appelle les pondérations. Quel poids je mets sur chaque société dans mon portefeuille? Non, mais je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est vraiment une histoire de construction, de maîtrise et de discipline. Et ça paye, hein. Vraiment, il y a pas à dire en relatif sur 10 ans, sur 15 ans. Il faut être discipliné. Ça se joue pour un stock picker qui, au fil des années, monte en expérience par définition. Ça se joue beaucoup sur le travail des pondérations aussi. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que c'est très dangereux de construire un portefeuille sur des événements macro. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, regardez le comportement des fonds global macro des hedge. C'est assez catastrophique pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus de global macro. Ça n'existe pas. On a déjà parlé souvent ici. Il y a 3 cycles économiques en Asie, il y en a 2 en Europe, il y en a 2 dans les Amériques. Comment voulez-vous faire une synthèse et dire voilà. Par contre, arriver à tenir compte d'événements réglementaires, macro, monétaires, dans la gestion des pondérations, ça paye. Pour un exemple, il y a des moments faciles en bourse. Bon, c'est tous les 5 ou 10 ans, mais il y en a. Bon, le dollar, il y a 2 ans, c'était facile. Franchement, à 1,40. Bon. On avait à l'époque, ça n'avait pas joué sur le choix des valeurs, parce qu'on a une méthode avec 8 critères, mais c'est joué sur les pondérations. Donc on avait mis devant les valeurs dollars, comme on dit. Là, on le fait pas parce qu'on voit bien que la Fed est pas, que l'eurodoll évidemment est pas au même niveau et puis que la Fed a pas l'air très à l'aise avec plein de métriques. Quand je les entends dire, on va voir si sur le T2 les stats continuent dans le même sens, ça me fait peur. Qu'une banque centrale joue sur ce qui se passe au 2e trimestre, c'est pas du tout ce que faisait Greenspan par exemple ou d'autres. C'est-à-dire elle est trop la tête dans le guidon. Ah, complètement. D'accord. C'est assez étonnant de voir un patron de banque de ce niveau-là dire on surveille la Chine. Bon, ça il donc c'est moins clair et c'est moins facile à jouer sur le dollar. Voilà. Donc ces valeurs qui pouvaient profiter du renforcement du dollar, vous les mettez un peu en retrait dans je dis juste pourquoi pas, mais la probabilité que ça se passe bien est 50-50. C'est ça que je veux dire. Alors qu'avant c'était 90-10 à 1,40. Donc voilà, nous ça joue comme ça sur les pondérations et sur la construction. Et donc devant, comme on dit devant, donc dans les 5 premières pondérations, il faut quasiment chaque jour, chaque valeur justifie ça, si elle pouvait parler. Ouais. Mais dans les modèles qu'on fait tourner ou dans ce qu'on regarde, chaque société doit justifier de sa position. Si elle est 3e, elle doit avoir un news flow extraordinaire, etc. etc. Ouais. Chez nous, on fait comme ça joue sur les pondérations, ce que vous dites, la macro. Oui, c'est ça, mais c'est très clair. Enfin, sur le Brexit, alors vous êtes investi en Europe, Sébastien, vous êtes aussi investi sur le marché, sur le marché britannique. Comment est-ce que vous intégrez la question du référendum britannique? Sans chercher, j'imagine, à savoir si ça va être sorti ou maintien, mais comment est-ce que ça peut jouer dans votre gestion là en ce moment-là? En fait, c'est assez simple. J'essaye de pas essayer de prétendre d'être plus intelligent que ce que je peux l'être, et donc je fais pas des choses très compliquées dans mon histoire et puis c'est un marché que je connais bien depuis longtemps. En fait, je connais aussi la culture anglaise. Je pense que c'est des gens pragmatiques. D'après ce que je comprends d'amis qui sont là-bas en ce moment depuis 10-15 jours, il y a le lobbying de la peur entre guillemets qui se met en œuvre, donc c'est aussi sans doute pour ça que les derniers sondages sont rassurants. Moi, ma vision elle est assez pragmatique, c'est de me dire je leur fais plutôt confiance parce qu'ils sont très pragmatiques. Et donc quand il y a un danger, c'est la City qui parle. Non, moi quand j'étais à Londres il y a à peu près un mois, en fait, j'essayais justement pas parler aux gens de la City, mais plutôt aux chauffeurs Uber, aux gens qui travaillaient dans les restaurants, etc. L'anglais il est beaucoup plus pragmatique, et d'ailleurs quelqu'un m'avait répondu là-bas en me disant mais si vous en France vous faisiez ça, je pense que vous sortiriez. Oui. Et en fait, c'était parce que je pense que surtout le sujet, c'est qu'on est sans doute moins éduqué économiquement qu'eux. Donc voilà, j'ai cela, et puis finalement, moi, je fais le travail au jour le jour sur ces valeurs. Ça me concerne à un petit degré. En revanche, je me dis si vraiment il y a un choc et une mauvaise surprise, là, j'agirais, mais
là encore, je vais pas essayer d'être plus intelligent à faire des stratégies d'acheter telle valeur, vendre telle valeur, vous n'avez etc. pas cherché à vous dire si je pense que si jamais ils sortent, il faut vraiment couper les actions parce qu'il y aura un sujet au niveau européen et en fait c'est pas juste les actions anglaises ou certaines actions anglaises, ça va être tout. Donc je n'ai pas envie de prendre un risque, je fais confiance aux Anglais. Par contre, vous avez le sentiment ou le pressentiment que s'ils sortent, c'est un choc de marché sur les actions. Ouais, je pense clairement. Ouais, non, mais ça j'en suis sûr et je pense qu'il faudra surtout il faudra être discriminant, mais il faudra mettre des positions de cash assez importantes. Ouais, je pars complètement sur la conclusion. Et par ailleurs sur le UK, effectivement, pour aussi discuter avec des gens qui sont sur place, il y a quelque chose de très clair, c'est que le UK va bien au niveau des grandes métriques quand même, surtout par rapport à nous, mais le pays est à fond. C'est-à-dire que ce qu'on raconte aussi, c'est que dans tous les métiers, les gens sont à fond. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Et donc, il y a le lobbying de la peur, mais il y a aussi tout simplement dans tous les métiers, finalement, une conscience que le moindre grain de sable dans une machine qui est lancée à fond peut avoir des conséquences. Et ça, effectivement, ça concerne absolument tout le monde. L'usine automobile, le textile, le chauffeur de taxi, le grocery, voilà. Donc je suis complètement d'accord là-dessus. Il y a une raison, une éducation britannique qui est très forte et je suis assez optimiste. Et la conclusion est aussi la même. Sur le choc si ça de se marché, passe mal, j'ai quelques gérants gérants qui me disent que non, finalement, ce sera pas un problème s'ils sortent. Au contraire, ça clarifiera les choses. Alors aujourd'hui, ça se voit. Alors même dans les champions, quand vous êtes sur un livre, JC Decaux, JC Decaux, ça s'est vu sur les derniers chiffres publiés. Il y a vraiment, on voit un arrêt de tout ce qui est contrats municipaux, etc. Les gens attendent, hein, vraiment. Il y a une machine là qui est dans les chiffres britanniques, quand vous regardez en consommation intérieure, etc. On voit qu'il y a une espèce de mur qui arrive, là maintenant un cliff qui arrive. Donc il y a quelque chose qui, c'est maintenant la date est certaine, c'est un mois. Il faut vraiment qu'on passe ces 4 semaines assez rapidement avec des mesures qui, à la fin, pourront faire que les entreprises repartiront. Mais les champions qu'on peut suivre en tant que stock picker ont une capacité de mutation qu'il faut jamais sous-estimer. Donc il y a des ressources qui pourront être réallouées aussi rapidement d'un pays à l'autre. Prenez juste en tête Fukushima. Fukushima, c'était quand même un stress important, on ne peut pas dire le contraire. Regardez les groupes occidentaux, comment ils sont sortis de Fukushima en 3 mois, c'est incroyable. Donc je me dis qu'ils ont... Juste pour revenir à JC Decaux, parce que c'est intéressant, et est-ce qu'ils ont le sentiment quand même, c'est de l'attentisme, parce qu'on ne connaît pas encore le résultat, mais même si jamais il y a un Brexit, j'imagine que JC Decaux sera toujours en capacité d'aller décrocher des contrats au Royaume-Uni. Il y a une phrase laconique dans le dernier communiqué, c'est ralentissement économique. Or, c'est pas du tout la dynamique de Decaux en ce moment. Decaux a fait même une croissance récente à plus de 6, 7, 8 dernier trimestre, avant-dernier trimestre. Donc, a priori, de déconnecter de la macro, comme je le disais il y a 5 minutes sur d'autres dossiers, s'il commence à parler de cette façon, c'est quand même, il voit sur le UK principalement un risque macro. Sébastien, vous voulez ajouter? Non, je suis d'accord, ça se voit et ça peut d'ailleurs créer des opportunités. Il y a quelques distributeurs anglais, alors faut se méfier parce qu'il y en a beaucoup de côté et beaucoup de pas de très bonne qualité, mais typiquement un acteur comme Sport Direct, qui est un acteur incontournable, un vrai leadership en termes de prix, il a baissé aussi pour ces raisons-là. Moi, j'ai commencé à constituer une position et je pense que ça peut être une opportunité. Et puis à l'inverse, je pense qu'on parle souvent du vrai risque si jamais ils sortent, mais ça c'est un sentiment personnel. Je serais pas surpris que finalement s'ils restent, on a un David Cameron qui revient en Europe pour aller voir Hollande et Merkel en disant, il vient de dire, regardez, il y a 55 personnes, c'est ça. Et en fait, ce qu'on a un peu oublié, parce que c'est vrai que les dernières négociations, c'était surtout sur les allocations familiales avec les réfugiés, etc. C'était quand même pas très intéressant par rapport aux enjeux. Mais si on prend du recul par rapport à ce qu'ils demandaient il y a 2-3 ans, en fait, ils demandaient tout simplement un vrai traité, qu'on revoie le traité européen, qu'on fasse une vraie politique européenne. Je serais pas surpris que demain, il agite ce que personne aujourd'hui en Europe a le courage, soit aussi parfois parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de gouvernement, mettre en œuvre. Et là, peut-être ce sera positif, mais je serais pas surpris si ça arrive en tout cas. On va marquer une pause, messieurs. Bientôt la fin de séance pour les marchés européens. Séance de rebond cet après-midi. Le CAC reprend plus de 1,5% à Paris. Et c'est pareil pour les actions européennes dans leur ensemble. L'Eurostock 50 gagne 1,4%. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Le fixing tout de suite, on aura la clôture finale du CAC 40 dans un instant. Pour l'instant, on gagne 1,5%. On verra les volumes, c'est pas non plus extraordinaire puisque pour l'instant on a 2,5 milliards. Il y aura peut-être quelques centaines de millions en plus d'ici quelques minutes à la clôture finale. Les marchés américains qui progressent également. Nicolas Chéron est en duplex avec nous, stratégiste de CMC Markets. Nicolas, c'était une semaine très hésitante avec une note positive là pour terminer.
Oui, ça a été une semaine très hésitante, très peu de volume, un range horizontal sur la plupart des indices européens et les indices américains. Alors aux États-Unis, on a vu le Standard & Poor's 500 être un peu sous pression, jeudi notamment en séance, et aujourd'hui heureusement les acheteurs ont repris la main. Les cours des actions américaines ont été sous pression étant donné qu'on a eu de plus en plus de spéculation sur une hausse de taux éventuelle de la Fed dans les mois à venir. Cela a fait remonter le dollar américain qui a pesé sur les titres US. Néanmoins, hier soir, les 2040 points, seuil vraiment clé sur le Standard & Poor's 500, ont tenu et les acheteurs ont repris la main aujourd'hui. C'est ce qui a engendré donc ce beau rebond en Europe et on peut dire que pour l'instant, les marchés tiennent très bien. Et on voit le pétrole aussi qui tient très bien, malgré effectivement un dollar qui s'est récemment renforcé. Les US dans le vert. Sabrina, on vous retrouve en duplex depuis le Nasdaq. L'actualité est pas énorme aujourd'hui. Il y a très peu de statistiques, quelques publications d'entreprises, mais malgré tout, on a envie de terminer cette semaine sur une note positive. Avec un Dow Jones qui pour le moment grimpe de 0,7%. On est à 17 560 points sur l'indice. Le S&P 500 de son côté affiche un gain de 0,8%. Quant au Nasdaq, c'est une hausse un tout petit peu plus marquée de 1,4%, 4 776 points. On est sur les plus hauts niveaux de la séance sur l'indice Nasdaq avec bien quelques valeurs qui se distinguent. Une actualité qui est quand même assez calme. Aujourd'hui, on garde un œil sur Yahoo avec bien sûr ces informations concernant le prix de ces actifs Internet, beaucoup moins important qu'escompté initialement, puisque selon les derniers rapports, il serait compris entre 2 et 3 milliards de dollars. On parlait avant de 8 milliards de dollars. Le titre Yahoo recule d'1,3%. Vous avez également dans le reste de l'actualité quelques résultats d'entreprise avec Foot Locker qui perd 6,2% après la publication de ses résultats trimestriels. C'est inférieur aux attentes. Campbell Soup également sanctionné après une baisse des résultats décevants, une baisse de son titre de 6,4% comme une belle soupe, le spécialiste des soupes. Et puis vous avez Gap quand même qui s'en tire plutôt pas trop mal aujourd'hui avec une hausse de 3,7% après la publication de ses résultats trimestriels. Alors, les chiffres en ligne avec les attentes, il faut dire aussi que les attentes n'étaient pas très élevées après son avertissement il y a peu. Le titre donc prend 3,7%. Gap qui annonce l'arrêt de son enseigne Old Navy au Japon. Voilà donc pour cette séance américaine, le Dow Jones plus 0,8%. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouvera juste avant 18h pour surveiller encore cette séance américaine. En Europe, on va clôturer positivement avec des investisseurs qui ont quand même malgré tout racheté plutôt de grandes valeurs, des grandes valeurs internationales, ce qu'on appelle plutôt la qualité, la visibilité. Sanofi en tête du CAC ce soir, plus 3%, on a Michelin qui gagne plus de 2%, Safran également, plus de 2% de hausse, Legrand, là aussi exemple typique de valeur de fonds de portefeuille, Legrand qui prend 2%, et Essilor plus 2%, le pétrole qui tient bien, ça soutient le secteur pétrole et gaz cet après-midi, un Total qui contribue assez nettement à la hausse du CAC également avec une progression de quasiment 2%, et puis on voit Airbus, Accor, Publicis, Clépierre, les foncières également qui ont bien fait aujourd'hui, Unibail-Rodamco qui gagne tout entre 1,5 et 2%, donc des valeurs de qualité qui ont tiré cette séance, et un CAC 40 qui termine sur une hausse d'un peu plus de 1,5%. On va regarder les volumes, on le rappelle, c'était une séance technique avec des échéances de contrats futurs et d'options sur indices. Ça a ramené un petit peu plus de volume que ces derniers jours, mais c'est pas non plus encore extraordinaire. 3,6 milliards échangés via Euronext sur l'indice parisien. Le CAC qui termine en hausse de 1,67% à 4 353 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Gérard Moulin, la gestion action Pricing Power d'Amplégest, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et puis on est toujours en duplex avec Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets. Cette faiblesse des volumes, on peut en dire un mot là, c'est inquiétant, c'est normal. Enfin, c'est vrai que moi j'entends beaucoup les gérants fondamentaux ont déserté le marché. Oui, là, sont perdus. Oui, c'est vrai. Vous faites plus rien. Perdus. Je sais pas. Si nous on essaye de bouger modestement, quand il faut, bien sûr. On travaille justement ces fameuses pondérations. Ouais. Dans l'ensemble, la profession là est un peu à l'arrêt. Tous ceux qui sont top-down sont tétanisés. Parce que si vous voulez, encore une fois, si vous voulez avoir une lecture macroéconomique aujourd'hui, c'est très très difficile et ça sera de plus en plus dur dans les années qui viennent. Ça, si vous voulez un scoop, voilà. Non, mais bon, je vois pas ce qui peut rendre le monde plus simple dans les années qui viennent.
Donc cette synthèse top-down va devenir un exploit incroyablement difficile à réaliser. Donc c'est sûr que si on a une approche top-down... macro, hein, pour dire les choses, voilà. Oui, contrairement macro. au bottom-up, voilà. Oui. Voilà, donc ça tétanise aussi bien les plus gros clients des salles, c'était devenu les alternatifs, les hedge funds, hein, qui en ce moment sont pris, comme on dit dans notre jargon, des portes de saloon. Hein. Vous allez une fois, vous en reprenez, vous allez une deuxième fois, ça revient, oula, et puis après vous bougez moins. Donc ça, là aussi, ça va poser des questions de réorganisation du métier, parce qu'il y a beaucoup de brokers qui souffrent, hein, des intermédiaires. Ça, c'est une énorme chute de volume. Hein, c'est sûr que c'est un problème. Et puis les ETF qui avaient, pour répondre à votre question, les fonds indiciels, ouais. Et voilà, qui avaient le vent en poupe, ont décollecté, je crois, 80 milliards depuis le début de l'année. Donc là, il y a un problème de conseil, de suivi, c'est-à-dire qu'on laisse dans la nature des clients avec des produits quand même marqués, hein, sectoriellement, au niveau indice, etc. Mais il n'y a pas le conseil. Donc on ne sait pas si des banques italiennes qui ont baissé de 15%, elles peuvent aller à moins 20 parce que personne ne le sait. Donc le conseiller qui a conseillé d'aller là-dessus, à moins 15, on n'entend plus. Donc si vous voulez, les gens évidemment sortent parce qu'ils disent mais je ne sais pas gérer ça. Donc la gestion passive a beaucoup collecté, mais je ne suis pas sûr que ça dure aussi longtemps que les impôts, comme dirait l'autre. Mais voilà, vous avez l'impression, pour vous, là, c'est une phase propice à la gestion active, là. Ça va. Bon, ça va. C'est un sujet très très vaste. Hein. Ouais, il faudrait beaucoup de temps. Je l'entends souvent. C'est pour ça que c'est le retour des stock pickers. Enfin, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, la gestion active, les fonds de stock picking, ils sont complètement en dehors de leur benchmark, là. Négativement, oui. Oui, négativement, oui. Oui, mais c'est pas pour l'année n'est pas finie. Oui. Il faut laisser faire. Il faut un peu de temps. Sébastien. Et puis peut-être que les stock picking ont un peu moins d'idées. Je pense, enfin moi j'en ai parlé plus régulièrement en fait, compte tenu des niveaux de valorisation. Ouais. Nous on a fait dans notre allocation d'actifs en fait chez Mansartis la semaine dernière, on a réduit notre exposition à actions. Pas en se disant tiens on sait ce qui va se passer en termes de macro cela, parce que je partage complètement et c'est un graphe que j'utilise dans mes présentations avec la fameuse boule de cristal où finalement depuis 2011 les prévisions du FMI ont toujours été mauvaises, donc on essaye surtout pas de faire ce genre de choses, mais en fait on était tous autour de la table sur différentes zones géographiques et on s'est dit chacun, en fait, c'est plus dur aujourd'hui de trouver des idées. Donc le bon sens, qui est peut-être loin justement de toutes ces gestions automatisées où on veut, enfin voilà, rendre les choses encore plus compliquées, alors que notre métier devrait être simple dans son exécution, même si ça demande du travail. En fait, on s'est regardé, on s'est dit, vu éventuellement quelques risques et qu'on trouve moins d'idées, peut-être ça fait du sens, du bon sens. Moi, j'ai été éduqué comme ça avec mon papa. Voilà, je fais pas n'importe quoi, je fais des choses simples. Et puis par contre, on continue de trouver des idées de stock picking, mais c'est plus compliqué, c'est plus rare. Et puis dans la construction de portefeuille, on assume des biais. Moi, j'ai des biais sur certains secteurs ou sur certaines valeurs, mais j'essaie de faire attention que les histoires des brokers derrière s'accumulent pas, soient assez diversifiées. Mais voilà, j'essaie toujours d'être pragmatique. Je pense qu'il faut être très exigeant aujourd'hui sur ses prix d'achat et de la même façon sur ses prix de vente. Ça ne veut pas dire tourner à tout va son portefeuille, mais ça veut juste dire d'être discipliné et d'avoir juste le bon sens. C'est-à-dire quoi sur ses prix de vente? Quand on a atteint son objectif, savoir vendre son titre et alléger sa position. Faire attention, c'est-à-dire que moi, je vous ai parlé souvent de technique, par exemple, quand j'ai en portefeuille. Alors c'est pas un call pétrole ou cela. Moi, j'aime bien regarder ce qui est délaissé. Ensuite, à l'intérieur de ça, j'aime regarder la qualité. Donc je pense qu'on a une société de qualité avec un bon bilan qui doit pouvoir sortir de la crise comme gagnant. Hier, avec le parcours que ça a fait sur la fusion, j'ai dépondéré ce que j'ai gagné pour pas avoir des surbiais. Je regarde pas les indices, je construis pas mon portefeuille par rapport à des indices, mais plutôt par rapport à des règles de bon sens et ma discipline d'investissement. Mais je suis vigilant pour avoir à la fois des convictions, mais aussi de la diversification. Gérard? Oui, j'aime bien ce discours. C'est vrai que l'image du marin, si j'aime bien, nous on l'utilise pas mal dans nos présentations. Le job pour moi d'un stock picker, c'est de construire le bateau. Si toutes les semaines c'est de prévoir les clapots, les creux, etc., franchement, il n'y a pas un marin sérieux qui fait ça, quoi. Il va s'aider d'un bulletin météo, c'est quand même assez important. Mais grossièrement, j'allais dire, mais le plus important, c'est la construction du bateau. Nous, on doit emmener nos clients d'un point à un autre. Je prends l'image de la transatlantique. Le marin, il est sur son bateau, il a construit un bateau qui lui permet de passer tous ces trucs. Mais sans essayer toutes les semaines de les prévoir. Je crois que le problème de passer 80 à 90% de son temps à prévoir ce qui va se passer est complètement stérile. Je le pense depuis bien longtemps.
Nicolas, bon, semaine très hésitante, hein. On vous retrouve, Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets. Vous laissiez entendre tout à l'heure, enfin vous espériez peut-être tout à l'heure que la semaine prochaine pourrait nous apporter, je sais pas, une sortie de ce range qu'on a depuis longtemps là sur les indices. On est à peu près au milieu, hein, 4350. Là, voilà, on clôture sur ce niveau-là ce soir sur le CAC 40. Oui, Grégoire, c'est un espoir. Effectivement, je pense que comme de nombreux traders sur les indices qui espèrent, donc on est un peu plus de tendance, eh bien on espère que la semaine prochaine, on ait peut-être une sortie de cette zone de congestion. Peut-être qu'on attendra la semaine suivante avec la BCE et puis les chiffres mensuels du chômage américain. Je voulais un peu revenir sur ce qui a été dit il y a quelques instants. On parle toujours des indices. Nous, chez CMC Markets, on a de nombreux clients qui, ces dernières semaines, se sont intéressés aux monnaies, puisque le dollar monte depuis 3 semaines consécutives, en ligne droite, et on s'intéresse, et ça je vous en parle souvent, Grégoire, aux matières premières, et notamment les matières premières agricoles. Le pétrole, bon, effectivement, c'est une thématique en ce moment, il prend 88% depuis ses plus bas, et il est de plus en plus tradé ces derniers temps par les traders. Mais prenons un exemple tout bête, le riz, par exemple, a pris 18% en l'espace d'un mois. Mais pour vous, c'est des tendances claires. Enfin, ces marchés de matières premières, ça peut nous paraître un peu compliqué, un peu exotique parfois. Parfois aussi, on est loin du bon sens, peut-être parfois dont on parlait. Mais c'est des tendances claires. En tout cas, pour ceux qui sont dans ce trading-là, les tendances sont claires et affirmées là. Pour être vraiment sincère avec vous, Grégoire, en tant qu'analyste graphique, j'ai rarement vu des configurations techniques aussi bien que sur les matières premières. Et d'ailleurs, ce ne sont pas c'est pas du trading en intraday, hein. Les matières premières, généralement, c'est du trading sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. On avait parlé du sucre à la fin 2015 ensemble. Les cours du sucre prennent 70% en l'espace de 8 mois. Comme quoi, il y a bien mieux que le DAX à faire. Le tout, c'est de pouvoir, comme ça, avoir accès à un ensemble de produits. Et lorsqu'une classe d'actifs ne fait plus rien, comme les actions en ce moment, eh bien, le but, c'est d'aller chercher de la là où il y a des décalages. C'est propre graphiquement sur les matières premières agricoles, mais vous pouvez aussi très bien comprendre les aspects de pluviométrie, les aspects de stock, les aspects d'intempéries. Et je pense que quand on a du bon sens, eh bien les matières premières agricoles sont peut-être bien plus évidentes que les actions en ce moment. Un mot là-dessus, Sébastien, vous vouliez dire un mot des matières premières là. Non, parce que j'ai pas mal de valeurs où j'en ai un petit peu moins peut-être, mais justement sur l'aspect bon sens, je pense qu'il faut. Moi, c'est là où j'ai fait attention dans la construction de portefeuille. Je vous en ai beaucoup parlé à un moment donné, où d'ailleurs tout le monde autour de cette table ou à la télé disait il faut surtout pas en avoir. Moi, j'avais aucune idée quand on était par exemple sur le pétrole à 35, 30, si on allait aller à 25, tout cela. Mais mon bon sens, et quand je parle aux sociétés, au coût marginal de production, etc., on est quelque part à 50, 60. Donc en fait, à ce moment-là, je suis en train d'en acheter et je vais peut-être assumer un biais, même si je sais que ça va être compliqué, et je vais faire en sorte de gérer ma diversification par rapport à la volatilité. Aujourd'hui, justement, par rapport à ces rebonds, j'ai pas forcément envie de vendre les titres que j'ai en portefeuille, mais aujourd'hui, le bon sens me fait dire on n'est pas loin de 50 sur le pétrole, donc finalement on n'est peut-être pas si loin de la norme en quelque sorte. Et c'est en ça où je parle de bon sens, c'est que parfois il y a des excès. Les mêmes qui vous parlaient de $200 vous disaient 25. Donc ça j'écoute pas. Mon bon sens c'est les sociétés à un moment donné c'était 70, 85. Le problème technologique fait que c'est 50-60. J'en sais rien et personne n'en sait rien. Mais en fait il faut gérer comme ça et profiter des excès à la fois pour acheter ou pour vendre en fait, mais être très patient. On va marquer une dernière pause. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets qui nous accompagnait pour la clôture ce soir. Le CAC plus 1,67%, 4353 points et des volumes peut-être un petit peu gonflés. Hein. C'est très léger par les échéances de contrats futurs et d'options. Aujourd'hui, on est à 3,6 milliards échangés à la Bourse de Paris. Une pause et on se retrouve dans une seconde. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Retour avec les deux stock pickers qui sont avec nous dans ce club de la bourse. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et Gérard Moulin, responsable de la gestion action Pricing Power chez Amplegest. Vous êtes en train de prendre plein de notes, Gérard, là. Je sais pas, non, c'est pour nous. Plein de choses intéressantes. Alors, je sais pas, vous êtes en train de noter plein de choses. Intéressant, je note, ouais. Mais c'est pas pour nous dire à nous. Alors, c'était la question. Je sais pas ce que vous notez. C'était la valeur favorite. Oui, alors valeur favorite. Très bien. Ouais. Non mais c'est pas valeur favorite, je veux dire. C'est pas un conseil boursier, c'est pas genre c'est la valeur qui va cartonner. Une valeur quand on est stock picker aujourd'hui, on fait de l'analyse fondamentale des entreprises.
une valeur à 3, 4, 5 ans, enfin on investit généralement au moins sur ces horizons de temps-là, une valeur sur laquelle une entreprise, sur laquelle vous n'avez pas de doute qu'elle réussira. Ça n'existe pas de doute, ça n'existe pas, ça reste des entreprises, il peut avoir des choses... Alors toute chose égale par ailleurs. Il faut suivre ces dossiers, il y a des dossiers, Eutelsat, il y a 5 ans, c'était évident. C'était évident, barrière à l'entrée super forte, j'en avais, c'était ma première ligne. Bon, puis après avec nos indicateurs, je dis pas ça, mais c'est vrai qu'on en est sorti avant les Qatar, on a fait d'autres bêtises, mais c'était il y a 5 ans, franchement, imaginez que cette société pouvait souffrir comme c'est le cas aujourd'hui avec des surcapacités. Voilà, donc toujours être. Voilà. Mais disons qu'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances du dossier, je dirais que Thales chez nous, c'est la grande favorite. Parce que ce qu'on aime bien, alors là, ça passe nos critères, donc liés au pricing power. Mais ce qu'on aime beaucoup pour gérer les pondérations, c'est les moments, ce qu'on appelle les moments historiques sur une valeur. Un moment historique, ça peut durer plus d'1 an. Hein. Mais c'est ces moments où, dans l'histoire d'une société, il y a quelque chose qui se passe de très important. Et Thales, depuis que Kane, le nouveau CEO, a pris les manettes, et un peu avant, parce qu'il avait aussi des responsabilités opérationnelles importantes, est en train de devenir une vraie société. C'était de l'armée mexicaine, c'était la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui mettait son nez tout le temps dedans. C'était des contrats mal négociés qui finissaient par coûter, c'était des CNS, bon. Et voilà. Et alors tous les voyants passent au vert, c'est assez rare. Ça devient une entreprise normale. Alors normal par rapport à ce qu'on cherche, donc normal au-dessus du panier en termes de visibilité. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent maintenant nous parler, ça j'adore, de 2017, 2018, quand plein de boîtes peuvent pas nous parler de la fin du S1 ou du T3. Donc elle a progressé de 12%. Sur nos ratios, elle est encore tout à fait achetable. Elle n'est pas spécialement chère par rapport à son secteur, par rapport au marché en absolu. Et c'est une société qui arrive maintenant à projeter 5% de croissance interne. 5% de croissance interne, on aime bien. Pour une société de cette taille, c'est remarquable en ce moment. C'est remarquable. Donc, sans compter tout ce qui peut arriver, on comptait pas de DCNS avec le contrat australien, qui est donc DCNS filiale de Thales. Mais Thales va ramasser aussi en direct sur du sonar ou des équipements électroniques de premier plan. Mais en dehors de tout ça, d'éventuelles ventes de Rafale supplémentaires, je compte rien de là-dedans. Pour moi, il y a vraiment la qualité intrinsèque de la l'entreprise. Solidité, le bêta est faible parce que personne ne lâche le dossier maintenant. Même question pour vous, Sébastien, dans votre univers de valeur. Alors, comme on a parlé Brexit, en fait, c'est une valeur que j'ai commencé à acheter il y a quelques semaines, et puis peut-être qu'avec justement au fil de l'eau, parce que c'est un investissement long terme, je continuerai. C'est Sport Direct International. Sport Direct, c'est un distributeur anglais d'articles de sport. C'est un titre qui a perdu à peu près 50% depuis l'été dernier. Alors, il faut toujours se méfier avec les distributeurs parce que la variation de croissance organique peut amener des gros écarts quand on a des leviers opérationnels sur la marge. Donc, en effet, avec ce qu'on a dit sur l'Angleterre, les ralentissements, il y a eu des craintes. Il y a eu aussi sur le déploiement en fait de la société hors de son pays d'origine des chiffres macro qui n'ont pas été géniaux. Et puis un PDG qui est détesté par les gérants de portefeuille, surtout à Londres. Pourquoi cette boîte j'aime beaucoup, en fait c'est pas du pricing power, mais ça ressemble beaucoup. C'est finalement cost leadership et price leadership. Et justement tout à l'heure il y avait les résultats de Foot Locker, je crois, qui sont faits en bourse. L'avantage de Sport Direct, c'est que ses concurrents, ça va être Intersport, ça va être Decathlon, même s'il est rarement frontal avec lui, mais c'est aussi beaucoup Amazon. Quand on regarde sur très très longue période, et j'ai pu voir des gens justement qui ont monitoré les prix, en fait, Sport Direct n'a rien à envier finalement à Amazon et est très compétitif. Donc il est capable d'offrir des bonnes marques, ce qui est un peu sa différence par rapport à Decathlon qui pousse beaucoup ses marques propres à lui. Et puis de l'autre côté, comme c'est je trouve un génie avec ses qualités et ses défauts, donc son fondateur Mike Ashley, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu construire ses marques propres, mais qui, comme un investisseur value, essaye à des moments donnés des vies des sociétés d'acheter des marques fortes à des prix très faibles parce qu'elles ont eu des problèmes financiers. Donc il a notamment fait l'acquisition de Dunlop, de Slazenger, d'Everlast, qui sont en fait des marques qu'en plus on peut vendre dans d'autres réseaux et qui sont des marques sur lesquelles il est capable de faire venir des clients chez lui. Donc j'aime cette société. Alors c'est vrai que ce PDG est souvent critiqué parce qu'il donne pas de guidance, encore moins à un trimestre. Il est plutôt tendance à faire ses conférences auprès des investisseurs en short. Il est fan de Newcastle. Quand il y a Newcastle avec le club de foot qui lui appartient, mais avec son argent privé, c'est ça qui est important. Il y a des affiches de Sport Direct, c'est zéro, mais c'est vrai que les gens aiment dire il dépense tout l'argent, etc. Et en fait, pour moi, ce qui m'a fait hésiter d'aller sur le dossier, c'est que je me suis dit, en fait, cette personne est tellement smart que peut-être il peut être tenté de détruire son compte de résultat pendant 3-6 mois pour sortir de la bourse, j'en serais pas surpris. Et là où, par contre, je suis relativement rassuré, c'est pour ça que je suis rentré sur le dossier, c'est
il est très attentif. Presque machiavélique quand même. Comme, oui, mais il est très smart. Il est beaucoup plus smart que ceux qui écrivent sur lui. Ouais. Et en fait, il est très vigilant à son modèle et à ses employés qui sont eux-mêmes actionnaires. Donc je pense qu'il sera faire aussi avec ses actionnaires et ses employés. Donc ça j'aime beaucoup. Sport Direct et Thales, 2 idées, 2 convictions que vous nous apportez. Il nous reste 2 minutes, messieurs, 1 minute chacun sur la question de la rémunération des dirigeants d'entreprise. On va pas refaire tout le débat, mais juste en tant que gérant, en tant qu'investisseur, actionnaire de société, comment vous regardez cette question précise de la rémunération? Est-ce que c'est aussi un critère d'investissement ou pas du tout aujourd'hui, Gérard? Critère d'investissement, pas tout à fait, mais on a, comme toutes les sociétés de gestion dignes de ce nom, une politique de vote et effectivement, on vote pour des choses tout à fait raisonnables et notamment on a fait partie de ceux qui avaient milité pour un étalement des rémunérations des membres du board et qu'en cas de problème, une partie soit retenue. Tout à fait. Puis contre les retraites chapeau. Juste un chiffre, j'ai rencontré un actionnaire américain activiste il y a la semaine dernière. Il m'a appris un chiffre. J'ignorais que c'était dans ces proportions-là. Parce que c'est pas un sujet franco-français, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Tout à fait, c'est intéressant. C'est tout à fait un sujet mondial, y compris au pays du capitalisme où ça choque aussi. Quand c'est vraiment dans des proportions énormes. Le rapport entre les plus hauts et plus bas salaires dans les années 50 aux États-Unis était de 1 à 15, 1 à 20, plutôt 1 à 20. Aujourd'hui, il est de 1 à 500. Pour les groupes les plus généreux avec leurs membres du board. Donc effectivement, ça pose des questions. Une réflexion là-dessus, Sébastien? Alors oui, pour moi, ça fait partie des critères. Je regarde pas forcément à tout prix les montants en absolu. Je pense que pareil, c'est un peu populiste, démago. Et en fait, par contre, pour moi, ce qui est hyper important, c'est un management qui partage les intérêts de mes porteurs de parts. Et donc moi, je vais passer beaucoup de temps finalement à voir quelle est la part du bonus par rapport au fixe, quelle est la part de l'actionnariat. J'aime pas les stock options parce que finalement c'est un risque de hausse mais il n'y a pas de risque de baisse, donc c'est pas comme celui de mes porteurs de parts. J'aime quand que les bonus par exemple est payé en cash ou que les dirigeants achètent leurs actions eux-mêmes. Et puis je regarde beaucoup les critères financiers et c'est souvent révélateur parce que vous avez des sociétés où finalement c'est souvent la croissance organique et la croissance IPS, mais c'est pas très compliqué. En revanche, quand vous avez retour sur capitaux employés, free cash flow, ça c'est des choses que j'aime et on voit dans le temps ça fonctionne plutôt bien et d'ailleurs c'est pas pour rien que souvent les sociétés familiales fonctionnent bien parce que c'est des gens plus disciplinés sur l'allocation des capitaux et ils partagent les intérêts de nos porteurs de parts. Allez messieurs, on va terminer cette émission en jetant un dernier coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street. On vous retrouve Sabrina en duplex avec nous depuis le Nasdaq. La hausse qui tient pour terminer la semaine sur les marchés américains. Un gain de 0,6% pour l'indice Dow Jones. On prend 110 points à 17 545 points. Le S&P 500 affiche un gain de 0,8%. Quant au Nasdaq, c'est une hausse un tout petit peu plus marquée d'1,4%. Séance marquée par une statistique concernant le marché de l'immobilier avec les ventes de logements existants en hausse sur le mois d'avril. On garde un œil bien sûr toujours sur les prix du pétrole avec côté entreprise des valeurs qui se distinguent. Vous avez Yahoo qui perd 1,3% alors que le prix de ces actifs Internet pourraient lui rapporter beaucoup moins que prévu. On parle de 2 à 3 milliards de dollars. Initialement, le groupe comptait récupérer 8 milliards de dollars. Le Yahoo qui était à 36,54. Vous avez quelques publications de résultats également. Foot Locker qui perd 6% après la publication de ses résultats. Campbell Soup également en baisse de plus de 6%. Et puis Gap qui grimpe de 4% avec des chiffres en ligne avec les attentes. Il faut dire aussi que les attentes n'étaient pas très élevé. On se souvient il y a peu de son avertissement. Gap qui annonce en parallèle la fermeture de son enseigne Old Navy au Japon. Le titre à $17,93. Et puis on termine rapidement avec Tesla qui prend 1,1%. On est à $217,55 sur le titre Tesla après l'annonce d'une levée de 1,6 milliard de dollars. Voilà donc pour cette séance. Le Dow Jones plus 0,6% à la mi-séance. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous. Clôture à 22h en direct sur BFM Business. Messieurs, merci beaucoup, bon week-end à vous. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et Gérard Moulin, le responsable de la gestion action Pricing Power d'Amplegest qui était avec nous ce soir. Je vous rappelle la clôture, plus 1,7% pour le CAC, 4353 points. L'euro-dollar ce soir à 1,12 et le pétrole qui tient, voilà, on est toujours à peu près autour de $49 pour le baril de Brent cet après-midi à Londres, bientôt 18h. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Anne-Sophie Balbir et Sophie Tussaud pour vous accompagner jusqu'à 19h. Très bon week-end à tous, on se retrouve lundi à 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.